Bonjour à toutes et tous. Merci Lionel de cette présentation. Je suis une fervente lectrice des baromètres que je découvre avec grand intérêt d'une année sur l'autre, enfin presque 18 mois. Je sais que tu fais ce travail avec fidélité et constance depuis longtemps. Et c'est vrai que pour nous, c'est un travail très utile sur lequel on se base beaucoup et qui nous permet vraiment d'avoir cette vision globale et très concrète de la façon dont le fait religieux se manifeste et évolue. Donc, c'est intéressant de voir ces évolutions sur les années. Donc, merci Lionel. Je tiens à remercier les auditrices et auditeurs de cette promotion de l'IHEMR d'avoir organisé ce colloque en présentiel. C'est vrai que c'est très agréable de pouvoir se retrouver en vrai et de pouvoir échanger autrement que par des écrans interposés. Donc, un grand merci. J'ai été très heureuse de vous accompagner cette année dans vos travaux et je me réjouis d'écouter les soutenances la semaine prochaine des autres comités de l'IHEMR. Donc, voilà, une autre perspective sur d'autres sujets un peu différents, mais toujours liés à la laïcité et aux faits religieux, évidemment. Pour les collègues, c'était une petite pression bienveillante, vous avez compris. Ceux qui soutiennent la semaine prochaine. Très bien. Donc, il m'a été demandé d'intervenir plus précisément pour expliquer comment nous intervenons auprès des entreprises. Naoufel a expliqué que donc, je suis directrice d'Inagora, qui est un cabinet spécialisé sur la laïcité et le fait religieux. Je travaille en étroite collaboration avec l'IHEMR, également avec Compañeros. Alors, comment nous intervenons ? Nous intervenons sur de trois façons, par le conseil et l'accompagnement, par la formation et également par l'animation d'un club qui s'appelle le Club Entreprise et Religion, dont je dirai quelques mots. Alors d'abord sur le premier mode d'intervention auprès des entreprises, le conseil et l'accompagnement. Vous avez pu voir par les interventions précédentes que les entreprises ont une certaine marge de manœuvre sur la façon dont elles vont traiter le fait religieux en interne. Elles peuvent, par exemple, on a beaucoup parlé de la clause de neutralité, les entreprises peuvent décider d'avoir une clause de neutralité dans leur règlement intérieur si c'est justifié. Et donc ça, c'est une possibilité, mais il faut que ce soit justifié, mais elles ne sont pas obligées d'en avoir une non plus, donc c'est un choix à faire. On a parlé de la question de la prière également. Les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, avoir réservé une salle pour que les salariés puissent faire leur prière. Mais elles peuvent aussi décider que les lieux de l'entreprise, que les locaux de l'entreprise ne soient pas utilisés pour des usages personnels. Et donc, dans les usages personnels, il y a aussi cette question de la prière. Donc voilà, sur plusieurs points, les entreprises ont une certaine latitude et une certaine marge de manœuvre. Donc, il est important qu'elles puissent définir un cadre de référence dans lequel les managers et les collaborateurs peuvent se retrouver. Donc notre rôle à nous, ça va être de vous aider à élaborer cette politique interne, ce cadre de référence qui soit bien identifié et connu en interne. Alors comment faire pour élaborer ce cadre de référence? Il est important que vous ayez un cadre de référence qui soit cohérent avec votre activité propre, avec vos valeurs propres, avec la culture de l'entreprise. Ce qui est intéressant quand on est consultant, c'est qu'on intervient dans des entreprises très différentes et on mesure vraiment qu'il y a des cultures très différentes d'une entreprise à l'autre, il y a des ambiances très différentes d'une entreprise à l'autre. Donc il est important que cette politique interne que vous allez définir reflète ce que vous souhaitez pour l'entreprise. Donc la définition de cette politique, c'est vraiment l'occasion de donner les orientations que vous souhaitez pour votre entreprise. Alors, comment fait-on ? Nous, la façon de faire habituelle, c'est que nous composons un groupe de travail qui soit le plus représentatif possible de l'entreprise et qu'on puisse avoir des personnes qui vont connaître les différents services, les différents départements, les différentes branches de l'entreprise, qui vont avoir un prisme différent. C'est important que cette représentativité va être importante parce que ce cadre de référence, il est important qu'il soit identifié et qu'il y ait une adhésion à ce qui sera décidé dans ce cadre-là. On anime un certain nombre d'ateliers avec vous pour pouvoir faire émerger cette politique interne. On commence par des ateliers pour d'abord faire un état des lieux, un diagnostic sur la façon dont le fait religieux se manifeste dans l'entreprise, quelles sont les situations rencontrées, quelles ont été les ressources mobilisées, comment on y a répondu, quelles ont été les contraintes, quelles ont été les facilités, comment ça s'est organisé. Donc on essaie
essaye de faire émerger toutes ces situations, comment ça c'est pour faire un état des lieux qui corresponde vraiment à la situation de l'entreprise. On a ensuite un certain nombre d'ateliers où on va comprendre les valeurs que vous souhaitez véhiculer par cette politique interne. On essaie de comprendre les contraintes, les obligations de votre activité qui seront propres d'une entreprise à une autre. Évidemment, ce seront des contraintes qui seront différentes et qui vont pouvoir permettre de définir ce qui est nécessaire pour l'entreprise en question. Ensuite, on travaillera sur un certain nombre de points qui nécessiteront un choix. Sur cette clause de neutralité, il est important de voir si c'est opportun ou pas d'avoir une clause de neutralité. Et notre rôle sera d'éclairer sur les impacts que peuvent avoir une clause de neutralité, sur l'importance que ce soit justifié, sur l'importance sur les conséquences que ça pourra avoir après, et aussi sur peut-être vraiment voir en grande transparence si c'est opportun ou pas, si ça apportera des solutions, si ça simplifiera si ça simplifiera la vie de l'entreprise. Il est important de dire que sur cette question de la clause de neutralité, nous ne sommes ni des militants inconditionnels de la clause de neutralité à tout prix dans tous les règlements intérieurs, ni de farouches opposants à la question de la clause de neutralité. On essaye vraiment de voir par rapport au contexte de l'entreprise et nous travaillons avec des entreprises qui ont une clause de neutralité et avec des entreprises qui font le choix de ne pas en avoir. Il est important là-dessus, dans les deux cas, que le choix soit assumé. Si on fait le choix de ne pas avoir de clause de neutralité pour ses salariés en contact avec la clientèle, il faut aussi pouvoir assumer que si des clients se plaignent de ce que des salariés portent des signes religieux ou politiques, l'entreprise puisse l'assumer et soit en mesure de le soutenir. Donc ça, c'est important de prendre le temps de voir ce qui est opportun pour l'entreprise. Voilà, donc on prend les différents points pour voir quels sont les choix de l'entreprise en question. Sur la forme de cette politique interne, alors vous avez certainement connaissance d'un certain nombre de guides qui ont été faits par des entreprises. Ça peut prendre la forme d'un guide, mais le guide n'est pas obligatoire. Ça peut être simplement d'avoir certaines clauses, le cas échéant, dans le règlement intérieur, et ça peut être une volonté que ce soit formalisé avec nous et que nous le transmettions par la suite dans le cadre d'ateliers ou dans le cadre de formation où on pourra transmettre ce qui a été décidé par l'entreprise. Donc ça vraiment, on prend du temps pour voir quelle est la forme la plus adéquate sur ces questions-là. Sur cette question de politique interne, il est important de dire que d'abord, il faut anticiper cette situation. Il est plus facile de définir une politique interne lorsqu'on n'est pas en situation de conflit ou de tension. Évidemment, c'est plus facile. Donc, plus on anticipe, plus ce sera facile de le proposer à l'entreprise. Il est important que cette politique soit identifiée, qu'elle soit connue par les managers, mais également par les collaborateurs. Donc, souvent, il peut y avoir une façon de le formaliser également pour les collaborateurs qui ne sont pas managers, sous forme de charte ou de mémo ou de sensibilisation qui sont à destination de tous les collaborateurs. L'intérêt aussi de cette politique interne, on n'est pas obligé d'avoir une politique interne, hein, on peut avoir uniquement le cadre légal qui a été défini. Le risque, lorsqu'on n'a pas défini de politique interne, c'est que sur certains points, il n'y ait pas la même façon de faire d'un manager à l'autre. Un manager pourra accepter que quelqu'un fasse une prière de façon visible dans un open space et un autre, ne l'acceptera pas. Donc, vous voyez, il y a un risque qu'il n'y ait pas d'homogénéité dans la façon dont ce sera vécu au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était la première façon d'intervenir, donc par le conseil et l'accompagnement. Notre deuxième façon d'intervenir auprès des entreprises, c'est par la formation. La formation est importante sur ce sujet. Elle a 3 objectifs, cette formation. Alors souvent, on nous demande plutôt d'intervenir pour les managers, mais il peut être utile d'intervenir par des sensibilisations pour tous les collaborateurs, évidemment. Donc, quand on intervient auprès des managers, l'objectif premier, c'est que les managers soient à l'aise. Souvent, parce qu'il y a cette dimension religieuse, les managers vont pas se sentir légitimes ou à l'aise sur cette question-là. Donc, il y a vraiment un rôle de désacraliser cette question du fait religieux au sein de l'entreprise. Deuxième objectif, ça va être d'être outillés. Il est important que les managers soient outillés, qu'ils aient connaissance de ce qui se pratique, du cadre de l'entreprise et du cadre légal et jurisprudentiel. Donc, ça, c'est vraiment c'est ce deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est d'être en capacité d'avoir une posture managériale sur ce sujet. Alors, on a 3 temps importants dans ces formations. Un premier temps de
de prise de hauteur. On va partir de là où on est comment on a identifié le fait religieux et comment on a été confronté à cette question-là dans son entreprise. Et c'est vraiment important de partir de là, mais ensuite de prendre du recul et de prendre de la distance, de ne pas être le nez sur le guidon sur cette question-là. Il est important de comprendre le contexte historique, sociétal et social. Pourquoi on se pose la question du fait religieux aujourd'hui, comment ça a évolué. Et cette question de l'historique, je tiens vraiment à intervenir sur ces questions-là quand je fais des formations, parce qu'il est important de comprendre que la laïcité, la relation aux religieux en France s'est construite sur le temps long. Il est important de comprendre que la laïcité, ça n'a pas été un truc inventé à la fin du XXe siècle pour embêter les musulmans. Ça a une histoire très longue. Et c'est certes, l'islam vient nous interroger sur la façon dont la laïcité s'applique aujourd'hui, comment ça nous interroge dans une société qui est sécularisée, mais qui s'est construite autour de codes judéo-chrétiens, et sur beaucoup de codes chrétiens d'ailleurs, si on regarde le nombre de jours fériés. Voilà, comment la question se pose aujourd'hui. Cette prise de recul est vraiment utile pour se sentir à l'aise sur ce sujet. Donc ça, c'est le premier temps. Deuxième temps des formations, on va regarder évidemment ce cadre juridique, jurisprudentiel qui est important pour comprendre ce que c'est que la laïcité, quels sont les principes fondamentaux, comprendre la distinction entre le cadre, entre le secteur public et le secteur privé. Et ça, à chaque fois que j'interviens, il n'y a pas une seule formation, il y a toujours des personnes dans l'entreprise privée qui pensent que l'obligation de neutralité s'implique dans le cadre du secteur privé. J'ai pas eu une seule formation où tout le monde était au courant que dans l'entreprise privée, il n'y avait pas de neutralité. Donc c'est vraiment important de comprendre les restrictions que l'entreprise peut apporter et de connaître le cadre propre de chaque entreprise. Et enfin, évidemment, très important, on va avoir un temps de travaux sur des cas pratiques où on va travailler pour s'approprier ce cadre juridique et aussi sur la posture managériale. Il est important que les managers sortent de ces formations en sachant ce qu'ils ont à disposition et qu'ils soient à l'aise, qu'ils mesurent l'importance d'une posture de dialogue. Sur ces sujets-là, la posture du dialogue est cruciale, évidemment. Et en même temps, d'avoir cette fermeté sur les principes. Et ces principes, il faut qu'ils soient connus et identifiés. Dialogue et fermeté sur les principes, c'est vraiment ce sur quoi les managers peuvent s'appuyer. J'ai presque fini, je te vois. Donc voilà pour ces questions de formation. Dernier point. On intervient aussi par l'animation d'un club entreprise et religion. C'est un club que j'ai créé il y a presque 10 ans maintenant. Il est presque aussi vieux que l'IHEMR, à quelques mois près. C'est un club dans lequel dont sont membres un certain nombre de représentants d'entreprises de secteurs très différents, des personnes avec des fonctions différentes. Il y a beaucoup de personnes issues des secteurs de RH et diversité, mais il y a également des personnes de la RSE, de l'éthique, des relations publiques, des questions de sécurité, des questions de contact avec la clientèle confessionnelle. Voilà, donc je tiens beaucoup à avoir cette variété de représentants des religions, des entreprises, lapsus, j'anticipe sur la table ronde de ce soir. C'est important d'avoir des personnes avec des fonctions différentes et de secteurs différents, parce que l'objectif du club, c'est d'avoir un regard large sur la façon dont les faits religieux peuvent avoir un impact sur le plan national ou international, sur les entreprises. Les acteurs religieux peuvent avoir une forte influence dans des cultures de certains pays. Les entreprises qui sont membres sont des entreprises internationales qui ont des présences dans des pays à forte culture religieuse, avec des cultures religieuses différentes. Voilà, donc il est important d'avoir ce regard large. Et l'idée, c'est d'avoir un partage d'expériences sur des questions très diverses. La dernière rencontre, c'était justement sur la question de la prière. Donc, on a eu un partage d'expérience sur comment les différentes entreprises répondent à cette question de la prière sur le lieu de travail. Mais avant ça, c'était la question de la diplomatie vaticane en matière d'écologie. Donc, vous voyez, c'est vraiment des sujets très différents. Et pour terminer là-dessus, je voudrais justement conclure sur un des thèmes qu'on avait eu au Club Entreprises et Religions. On s'était posé la question, est-ce que le fait religieux est un sujet de diversité comme un autre ou pas ? Et ce qui était intéressant, c'est que les entreprises qui avaient défini une politique interne avaient plutôt une position disant que c'était un fait un sujet de diversité comme un autre, avec ses spécificités, mais à traiter comme les autres sujets de diversité. Et les entreprises qui n'avaient pas de politique interne définie étaient moins à l'aise et avaient plutôt appréhendé cette question, plutôt craignaient la complexité du sujet de la gestion du fait religieux. Voilà. Je vous remercie vivement et on peut applaudir Lucie.
Je suis donc Tanguy de Belair, en charge de l'inclusion et de la diversité du groupe Vinci. Et le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on s'en est emparé en 2015 avec un lancement en 2016. Le point de départ, c'était les constats qui nous occupaient. C'est effectivement bien dans mon périmètre, l'inclusion et la diversité, que tombe ce sujet, puisque Vinci, c'est 280 000 personnes singulières dans 120 pays, 280 000 personnes qui ont le droit de croire et de ne pas croire, et qui ont le droit de dévoiler ou de garder pour elles-mêmes une religion, une philosophie ou une opinion politique. Donc on couvre bien tout ce qui a été dit, et c'est sur cette base que l'on travaille. De l'autre côté, autre constat, des managers de proximité souvent démunis. Les managers chez Vinci, c'est 55 000 personnes dans ces 120 pays. Démunis, paralysés parfois. Donc l'idée était de trouver une solution pour pouvoir traiter ces situations comme les autres dans l'entreprise. Le choix que nous avons fait après une discussion au sein du comité de coordination du groupe a été le suivant. Nous avons souhaité former les managers à la gestion de ce sujet. Le manager de proximité, important et en prise directe très souvent avec les sujets. Nous avons donc structuré une formation qui dure une journée, c'est un atelier d'une journée, avec plusieurs temps. Le premier est une compréhension approfondie de la thématique. Parce que nous avons constaté que beaucoup de managers qui prenaient la parole sur ce sujet commençaient leur phrase par « je vais peut-être dire une bêtise ». Donc il y a besoin de maîtriser la terminologie. Entre nous, aujourd'hui, on sait quelle est la terminologie, ce n'est pas le cas dans l'entreprise au quotidien. Donc on a souhaité donner des vocables parlants, utilisables, qui permettent d'objectiver, de parler sereinement des situations. Et puis de rappeler l'impact des religions dans la construction de la société civile avec un grand S, des sociétés civiles dans lesquelles nous opérons, et donc des sociétés de Vinci dans les 120 pays. Le deuxième temps de cette formation d'une journée, il consiste à demander aux participants de nous faire part des situations qu'ils ou elles ont rencontrées et des situations qu'ils ou elles redoutent de rencontrer. Donc c'est comme ça que l'on procède depuis 2016 et ça fonctionne partout dans le monde. Vous êtes peut-être au courant que le Québec a voté en 2019 la fameuse loi 21 qui consiste à créer une laïcité à la française pour la province du Québec, que l'Ontario imagine faire la même chose, qu'il y a un certain nombre de lois en Grande-Bretagne où, pendant un certain temps, les personnes de confession sikh étaient autorisées à porter un turban à la place d'un casque de chantier. Donc, on a des paysages comme ça très différents dans les 120 pays où nous sommes, et il faut qu'on puisse continuer à rentrer par l'inclusion de cette diversité comme les autres, diversité des opinions religieuses, philosophiques et politiques, et respect du droit de révéler ou de garder pour soi-même une conviction de cette nature. Au début, si on peut parler des difficultés, la crainte était de partager plus largement qu'au sein des ateliers. Donc, on a rajouté une règle, c'est que ces ateliers se tiennent sous la règle de Chatham House, cette règle créée en Grande-Bretagne, mais qui fonctionne partout, qui consiste tout simplement à pouvoir utiliser les contenus qui ont été divulgués pendant la séance, mais sans jamais les affecter à un organisme ou à la personne qui les a indiqués. Ce qui donne un confort pour les participants à faire part des situations qu'ils ont vécues ou qu'ils redoutent de vivre. Le deuxième élément qu'on a rajouté après le premier test, c'était de dire qu'il faut qu'on puisse appréhender le sujet sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, on associe régulièrement et en tant que de besoin la direction de la sûreté et les juristes de droit social dans l'entreprise. Mon sujet, c'est bien l'inclusion des diversités. Et donc, je ne suis pas dans faire respecter les lois. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est vraiment de s'assurer que chacun, en fonction de ses croyances sacrées ou profanes, ait un égal traitement et puisse avoir le choix d'en parler dans l'entreprise ou de le garder pour soi-même. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est produit et ça marche très bien. On nous a dit parfois, mais c'est étrange, beaucoup d'entreprises ont sorti un guide du fait religieux.
On n'a pas souhaité prendre ce chemin. On forme les managers et on leur explique que l'exercice managérial qu'ils ont, les différentes pratiques managériales qui existent dans les différentes entreprises de Vinci, sont légitimes et pertinentes pour traiter aussi ces situations, sans qu'il soit besoin de rajouter un corps de règles, un règlement intérieur, ou un guide du fait religieux qui pourrait être édicté par la maison. Donc, on vraiment s'est rappelé au manager, au bout de l'atelier, ces 10 réflexes. Que dois-je faire dans cette situation pour la gérer correctement? Et les 10 réflexes, les principaux, c'est je traite la situation, c'est-à-dire j'autorise, je restreins ou j'interdis. C'est dans tout pouvoir managérial. J'autorise, je restreins ou j'interdis. Une situation à l'aune de 3 éléments. La capacité à continuer à produire l'objet de l'entreprise, la cohésion des équipes et les exigences de santé et de sécurité. Et l'autre élément pour guider les managers dans la décision, ce n'est pas de traitement théologique des situations. C'est-à-dire que le manager ne s'appuie jamais sur un élément dont il aurait eu connaissance de manière directe ou indirecte. On a parlé plusieurs fois de personnes qui motivent une demande avec une motivation religieuse. Si elle existe, ça tombe dans le choix de révéler ou de garder pour soi-même. En revanche, le manager ne s'appuie jamais sur cet élément pour fonder sa décision. Et en quelque sorte, il garde la situation en mettant de côté, en n'envisageant pas, merci Caroline, voilà, l'élément religieux. Ça ne veut pas dire qu'on l'ignore ou qu'on le juge inopportun, c'est qu'il n'est pas utile dans le choix que fait l'entreprise. Ça fonctionne partout. Je dois vous dire que la première fois que je suis allé présenter cet atelier à nos équipes américaines, je me suis dit que ça allait être difficile au nom de cette règle constitutionnelle au-dessus de tout, de la liberté religieuse. Eh bien, ça fonctionne aussi. Et on a bien compris aux États-Unis que la culture Vinci, c'était l'individu, c'était l'égalité entre l'individu et que ce n'était pas incompatible avec la règle nationale de la liberté religieuse américaine. Et c'est vrai dans les pays où nous travaillons. On travaille dans des théocraties, on travaille dans des démocraties, on travaille dans des pays où les régimes soutiennent plus ou moins visiblement une religion ou d'autres. Et donc, notre dispositif fonctionne absolument partout. Donc, c'est intéressant. Le constat, on a lancé les premiers, c'était juillet 2016. Le constat est le suivant. 100% des managers se sont dit satisfaits de cet atelier d'une journée. Et le deuxième constat, c'est que j'ai régulièrement des managers qui m'appellent d'ici ou là et qui me disent, voilà, on a une situation, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est bon, Tanguy, c'est bien ce que tu nous as dit. Et dans 100% des cas, oui, ça colle avec ce qu'on a voulu enseigner comme réflexes managériaux en face de ces situations. Donc, pas d'avis non plus, pas de recommandation sur la neutralité. Pour la même raison de diversité, c'est pratique, une clause de neutralité, mais imposer la neutralité à des personnes pour qui ça ne correspond à rien ou que ça gêne, c'est une limite à la diversité, c'est une forme d'exclusion. Donc, on ne fait pas la promotion de l'imposition de la neutralité. Je prends la précaution de dire qu'il s'agit de nos activités qui sont en dehors du cadre des délégations de services publics que nous avons dans plusieurs activités de Vinci. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Excellent timing. Moi, je vous propose Bonjour. de continuer. Alors d'abord, merci à Xavier de m'avoir convié dans cette assemblée. Il m'a dit en venant, je ne suis pas sûre que BNP Paribas, vous avez beaucoup de cas. Bah, la preuve, on a des réservistes qui posent des questions. Donc, tout est possible. Alors, nous, on est une entreprise où on est à peu près 180 000 salariés. On a 1/3 de salariés en France et 2/3 de salariés à l'étranger. Un peu comme Vinci, on a des salariés dans des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, mais aussi le Maroc, la Pologne, voilà, l'Indonésie. Donc, on couvre aujourd'hui à peu près 170 nationalités. Et donc, on a des collaborateurs qui travaillent à l'international, enfin dans d'autres pays, qui viennent aussi en France. Cette porosité avec l'international, pour nous, elle a été vraiment une source de réflexion et d'enrichissement par rapport au sujet du fait religieux. On ne peut pas uniquement se poser la question du fait religieux
en France par rapport à la France. Parce qu'on a cette porosité avec l'international et donc forcément, on est obligé d'avoir une approche qui est beaucoup plus inclusive dans nos pratiques. Néanmoins, on a suivi, je dirais, les conseils et si je dois donner une boussole, je pense que la boussole Lionel Honoré est une très bonne boussole. Donc on a suivi les conseils qu'il donne chaque année, qui sont d'abord de définir un cadre. Donc nous, effectivement, on a un règlement intérieur, on a aussi un code de conduite qui s'applique à l'international et qui cadre d'une certaine manière la restriction que l'on peut apporter par rapport à l'opinion religieuse ou politique. Alors nous, la clause de neutralité, elle est réduite à nos clients, puisque nous, on a des clients. Voilà, alors on a des clients et des parties prenantes. Et donc, face à ces clients et ces parties prenantes, on souhaite avoir, on a mis en place cette clause de neutralité. Elle n'est évidemment valable que quand on voit des clients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la banque, c'est beaucoup ça. De moins en moins, vous allez rencontrer un banquier ou une banquière en face à face, vous allez l'avoir au téléphone. Donc, cette notion de neutralité vis-à-vis des clients, elle est évidemment dans une posture où on rencontre un client physiquement. On a des centres d'appel, par exemple, où le fait de parler à des clients ne doit pas être. Enfin, la clause de neutralité, là, ne s'applique pas, puisqu'en fait, nos clients ne voient pas nos conseillers. Voilà, donc on fait aussi évoluer de manière pragmatique cette règle, mais on a mis en place des règles pour essayer de traiter 80% des questions qui se posent. Alors, les questions qui se posent, c'est les mêmes, hein, les congés principalement. Un manager, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont des enfants, donc il y a des problèmes de période scolaire, de vacances scolaires, de fêtes religieuses. Voilà, la fête religieuse n'est pas le seul sujet qui peut poser problème au moment des congés. Il y a ceux qui ne veulent pas partir pendant les vacances scolaires, qui préfèrent partir hors vacances scolaires, mais c'est là où il y a le plus de boulot. Donc, enfin, voilà. Les congés pour un manager, c'est souvent un casse-tête. Donc, on a mis en place ces règles qui nous permettent de couvrir 80%. On a fait aussi beaucoup de dialogue et beaucoup de pédagogie. Depuis qu'on traite ce sujet, moi, je me rends compte à quel point, et on est dans un contexte qui évolue aussi en France aujourd'hui, on voit bien que certains managers sont parfois, ou certains collaborateurs, très dogmatiques dans leur approche. J'ai droit, j'ai pas droit. Voilà. Et le j'ai le droit, j'ai pas droit, il sort un peu de nulle part, ou il a droit, ou elle a droit, elle n'a pas droit. Alors, je rejoins Lucie, hein, beaucoup de salariés dans les entreprises privées pensent que parce qu'ils travaillent en France, eh bien, la notion de neutralité s'applique à l'entreprise privée. Donc, quand on leur dit que ce n'est pas le cas, parfois, c'est un petit peu une découverte. Voilà, il y a beaucoup de croyances, en fait, non pas religieuses, mais beaucoup de croyances autour du fait religieux. Donc, nous, on a choisi de faire de la pédagogie. On a créé des conférences, on a une chaîne de podcast où on a dédié 3 podcasts au sujet du fait religieux, avec le côté aussi très positif, hein, puisqu'on a eu un imam et une rabbin qui sont venus parler de la religion, avec qu'est-ce que la religion peut apporter, alors non pas en tant que religion, mais qu'est-ce que des convictions personnelles qui rejoignent des valeurs de l'entreprise peuvent être aussi des sources de richesse. Donc voilà, on a essayé de traiter le sujet des 2 côtés. Et puis, on a mis en place euh, non pas des formations spécifiques sur comment traiter le fait religieux comme Vinci, mais on a mis en place des espèces de chaînes vers des experts pour que des managers aient une sorte de service 24/24 quand ils ne savent pas ou elles ne savent pas. Et en fait, nous, on préfère de beaucoup que quand on ne sait pas, on demande, plutôt que quand on ne sait pas, on agit parce qu'on pense qu'on sait. Et donc, on voit bien et ce qui est très intéressant, c'est que les questions religieuses, elles ne se posent pas de la même manière à quelques années d'intervalle. Je vais vous donner juste un exemple de la dernière question qu'on a eue. On a, pour rentrer chez nous et puis pour se connecter à nos ordinateurs, des badges. Alors ces badges, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était principalement des badges qui permettaient de rentrer dans les immeubles. Donc on avait des vigiles, on leur montrait le badge avec la photo, ils laissaient passer les gens, ils ne laissaient pas passer les gens. Tout ça, c'est digitalisé. Donc nos badges, aujourd'hui, ils ont des puces. On passe devant des lecteurs. On connecte dans des ordinateurs.
Et donc finalement, ces badges, ils sont devenus très digitaux. Et on a eu la question de est-ce qu'on peut porter un signe religieux sur la photo du badge? Ça paraît une question anodine, mais en fait, ça nous a pris un peu de temps pour essayer d'y répondre. De dire, mais finalement, cette photo, aujourd'hui, en 2024, elle sert à quoi? Si je le passe devant un truc électronique, si je le connecte par la puce, est-ce que cette photo, elle a vraiment une utilité en tant que photo? Ou est-ce qu'elle est restée là parce que c'est un héritage du passé et qu'avant, effectivement, elle servait? Voilà, donc on a creusé l'utilité de cette photo et ensuite on a décidé de restreindre ou pas le port d'un chapeau, d'un foulard, d'un signe religieux sur cette photo par rapport à son utilité. Mais évidemment, la réponse qu'on a fait en 2024 n'a pas été forcément la même qu'en 2010 parce que la digitalisation est passée par là. De la même manière, on n'a pas la même réponse quand on n'a que des conseillers clientèle dans des agences ou quand on a des conseillers clientèle qui ne répondent que par téléphone. Donc vraiment, aujourd'hui, on est dans un monde en mutation et c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir en même temps des managers qui sont capables de gérer vraiment le quotidien de la question qui se pose le plus. Et puis, quand on a des situations où il y a un doute, eh bien, il y a cette ligne un peu directe vers des experts qui sont des référents identifiés et qui vont être à même de réunir un collège d'experts, s'ils ne savent pas faire tout seuls, pour réfléchir à la question. Voilà ce que je peux vous donner dans les grandes lignes de ce qu'on pratique. Merci beaucoup. Bon, on continue, puis on prendra les questions après. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà, donc moi, donc Yoann Lefrapper, donc je suis directeur de l'éthique du groupe SNCF. Alors la SNCF, vous connaissez bien cette entreprise, mais comme vous le savez, c'est une entreprise publique, hein, l'actionnaire, l'État. Deuxièmement, c'est une entreprise qui remplit des missions de service public. Et je vais donner 2 exemples très concrets, hein, c'est le transport de voyageurs, mais c'est aussi, la SNCF est un grand pourvoyeur de logement social. D'accord? Donc il y a aussi cette activité-là qui relève de mission de service public. Donc dans une entreprise comme la nôtre, hein, les principes de laïcité, neutralité sont des principes non négociables. Hein. Il y a un vrai enjeu d'exemplarité et c'est aussi, bien sûr, dans le respect des diversités, des libertés de conscience, mais d'égalité de traitement de chacun des salariés. Hein. Et donc il y a tout un enjeu qui a déjà été évoqué, que ce soit entreprise publique ou privée, c'est comment bien vivre ensemble, hein, dans un tel contexte. Alors chez nous, historiquement, donc, on a une charte éthique groupe, et moi la version que je connais historique, hein, en 2016, incluait un chapitre dédié à la laïcité et neutralité. On a mis à jour cette charte éthique, on a également mis à jour le règlement intérieur. Depuis 2021, vous avez donc cette charte éthique groupe elle-même est annexée au règlement intérieur et qui a également un article dédié à ce sujet. D'accord? Donc on a vraiment un double socle, hein, en termes d'opposabilité, hein, vis-à-vis des salariés. En 2023, on a pris conscience un petit peu avant qu'on avait un ancien guide, que je n'ai pas évoqué, sur la laïcité. Donc nous, donc le focus, hein, était vraiment de se dire, vu la particularité de l'entreprise SNCF, c'est qu'on avait un sujet à traiter et aborder de manière très, très frontale au sein de l'entreprise, qui a des effectifs très significatifs, hein, sur la France. Et donc, on s'est dit, ce n'est pas un guide du fait religieux, mais vraiment un guide sur la laïcité dont on a besoin pour vraiment définir le corpus applicable. On a mis à jour ce guide en 2023 parce qu'on voyait bien, on avait des signaux faibles qu'il y avait un certain désarroi au niveau du manager de proximité, hein, la figure centrale qui a déjà été évoquée plusieurs fois aujourd'hui, de l'aider à gérer des situations du quotidien, ces sujets n'étant pas toujours remontés au sein de l'entreprise. Et donc, voilà, des managers se sentant un petit peu isolés, je ne vais pas dire abandonnés, mais en difficulté pour traiter des situations concrètes.
D'où ce guide qui a été profondément retravaillé et co-construit avec un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise pour partir des situations du terrain, pas simplement une vision verticale et descendante. Et d'avoir, après avoir benchmarké avec un certain nombre de guides, dans le guide du gouvernement, mais aussi le guide de la RATP, qui est très bien fait, et de se dire, ben voilà, on va vraiment donner un guide qui est un outil d'aide à la décision pour les managers et aussi pour tous les acteurs RH, comme c'était évoqué, la filière RH, c'est vraiment le backbone, enfin, c'est vraiment la colonne vertébrale pour être en conseil, accompagnement sur ces sujets qui ne sont pas toujours simples. Et donc ce guide a été bien sûr largement diffusé en avril 2023. On a également sorti en même temps une fiche pratique diffusée également très largement. Nous avons une application digitale sur les sujets éthiques où on retrouve parmi les thématiques la laïcité, donc avec voilà, les référentiels, mais également une fiche pratique. On a également poussé une affiche pour être voilà, pour partager les valeurs à ce sujet et les règles du jeu. On va dans les quelques semaines à venir sortir une vidéo. Dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde digitalisé, la vidéo peut avoir beaucoup d'impact à la différence d'un texte qui soit court ou long. On a un Ethics Day en octobre où dans les 5 tables rondes de la journée et qui vont être où beaucoup de salariés pourront y assister en présentiel ou en distanciel. Le sujet laïcité, c'est une des 5 thématiques de la journée. Et bien sûr, il y a eu un accompagnement très important sur ce guide, à la fois en intervenant, et donc moi-même ou Agnès, ma collaboratrice qui est dans la salle avec nous aujourd'hui, dans des CODIR, dans des collectifs, pour vraiment, vraiment diffuser ces bonnes pratiques. Et ce guide, bien sûr, contient énormément de situations très pratiques pour aider le manager à gérer ces situations. Et on voit bien que un certain nombre d'acteurs, de managers intermédiaires n'avaient pas conscience, quand on met le sujet sur la table, n'avaient pas conscience que dans des CODIR, je ne veux pas dire un niveau intermédiaire, qu'il y avait un sujet. Posait la question, et là, on voyait quelqu'un qui disait, bah si, à tel institut de formation, les tapis ont été sortis, telle autre situation, voilà, ont été rencontrés. Donc en fait, on a pu voir en mettant le sujet sur la table, dans des collectifs, à quel point il y avait ici et là des poches de problématiques qui n'étaient pas en fait traitées, pas réglées, toujours de la manière adéquate, parce que certains managers étaient un peu manquaient d'outils, étaient un peu désarmés. On a également un guide sur le bien vivre ensemble, diffusé par mon homologue sur la diversité et l'inclusion. D'accord. Donc, vous voyez, ce sont des briques complémentaires qui sont là pour aider les managers à gérer des situations. Et donc, bien sûr, le message clé pour nous, c'est pour le manager, c'est l'écoute et le dialogue à privilégier en toute situation avant d'arriver à des situations disciplinaires. Et il y en a également. Quelques situations concrètes qu'on peut voir ici et là, le communautarisme dans les banlieues parisiennes en particulier, mais pas qu'à Paris, ça peut être aussi à Strasbourg. Vous avez des collaboratrices qui, sortant de leur cité, se sentent vraiment sous une pression forte de ne pas arriver sans une tenue particulière au lieu de travail. Donc c'est là où il y a un enjeu de pragmatisme, c'est-à-dire en gros, bien sûr, vous pouvez vous changer. On ne dit pas en gros, avant la porte, on ne veut absolument pas que vous arriviez dans telle tenue. Donc, c'est un peu de pragmatisme aussi pour qu'il y ait accès à un vestiaire, que la personne puisse se changer. Parce qu'il y a vraiment cet enjeu pour cette personne de pression, dans les transports publics en particulier, et dans son environnement. D'autres situations qui vont beaucoup intéresser, et j'imagine que c'est un sujet d'étude pour cette année, pour le professeur Honoré, c'est la question pour nous qui est montée très fort depuis 2 ans, c'est les alternantes. Donc là, vous voyez, on est sur une population qui est qualifiée et enseignement supérieur. En fait, des jeunes filles qui ne comprennent pas que dans la même semaine, le partage du temps dans l'enseignement supérieur où la laïcité ne s'applique pas
sur le plan vestimentaire et autres, et le monde de l'entreprise, qu'il s'agit d'une semaine sur 2 ou 2-3 jours par semaine, que non, il n'y a pas de porosité, c'est des mondes hermétiquement un peu opposés entre la liberté de la tenue vestimentaire et l'interdiction à la SNCF de signes ostentatoires. Voilà. Donc c'est une vraie difficulté, et on a vu plusieurs fois, pas simplement voyez, au fin fond de la Corrèze, de la Lozère, mais en gros, on l'a vu au siège social, hein, des alternantes qui généraient des critiques, des réactions assez violentes, verbales et autres, de collègues s'étonnant de leur posture, de leur tenue vestimentaire. Et donc on s'est dit, on voit bien, c'est l'influence des réseaux sociaux et d'influenceuses à ce sujet. Donc il y a un lien de cause à effet. Mais 2, on s'est dit qu'on avait un vrai enjeu, au-delà de toutes ces diffusions, de guides, de supports, de se dire il faut qu'on travaille davantage en amont, à savoir à l'étape du recrutement, qu'il s'agisse des recruteurs internes, des agences de recrutement externes, pour expliquer les règles du jeu. Si vous entrez à la SNCF, il faut que vous sachiez que c'est la laïcité qui s'impose. Et bien sûr, il s'agit aussi d'éviter la discrimination lors de l'entrée de recrutement. D'accord, on ne peut pas tenir compte de la tenue vestimentaire de la personne lorsqu'elle vient à l'entretien, mais en revanche, d'expliquer à quiconque, le jour où vous intégrez le D-Day à la SNCF, voilà, la laïcité s'impose avec toute sa rigueur. Et ça, ce message-là, il a fallu le passer plusieurs fois. Et bon, une fois encore, la pédagogie, c'est un truc de répétition. Ce n'est pas un exercice qu'on peut faire qu'une seule fois. Parce qu'on a réalisé que si on ne traitait pas le sujet un peu plus en amont, bien sûr, on ne pouvait avoir que des situations de conflit au sein de collectifs du fait de cette incompréhension. Ces personnes, on leur dit oui, mais vous avez signé, vous avez accepté, vous avez la charte éthique dans le paquet cadeau des documents à l'arrivée dans l'entreprise. Oui, mais est-ce que ça a été lu? Est-ce que ça a été compris? Bon. Et donc, un vrai enjeu en amont de sensibilisation là-dessus en disant attention, voilà les règles du jeu. Si vous ne l'acceptez pas, faites d'autres choix, allez travailler ailleurs, mais ce sera les règles du jeu à la SNCF. Donc ça, c'était vraiment un sujet dont je pense dans des études, dans le questionnement je pense que c'est vraiment un sujet, à mon avis, à creuser dans les nouveaux enjeux pour les jeunes générations, qualifiées ou pas qualifiées, parce qu'on le voit de façon très, très prégnante et très récurrente. D'accord. Le sujet des prestataires, qui est un sujet complexe, notamment des questions à ce sujet-là. Voilà, des prestataires qui travaillent pour une entreprise qui a une mission de service public. Alors bien sûr, nous avons des clauses dans les contrats d'achat pour les prestations sur site, mais il m'est arrivé aussi en écodie en disant mais vous n'avez pas de problème dans votre environnement, c'était à Marseille. Non, aucun. Ok. Et puis oui, mais oui, la prestataire qui fait le ménage, elle n'a pas quelque chose sur les cheveux. Voilà, donc on voit bien que c'est des cas compliqués à gérer. Donc, mais il y a vraiment, on le voit bien en fait quand on questionne, on challenge, il y a des prises de conscience de managers qui se disent ah oui tiens, ces situations-là je l'avais pas, j'ai pas pensé, j'ai pas intégré, ou je ne pensais pas que, je ne savais pas que. Voilà. Sur la question le tatouage, bon ça, voilà, le tatouage c'est aussi un sujet. Vous avez des personnes en uniforme dans les trains que vous fréquentez pour des contrôles ou autres. Voilà, donc le tatouage, quand c'est sur le bras avec une chemise, ça se cache. Quand c'est dans le cou ou sur le mollet, que les personnes ont des pantalons courts, ça devient un peu plus problématique. Et une fois encore, tous signes religieux confondus, voilà. Un cas récent qu'on a rencontré, une question qu'on a rencontrée, toute récente, c'est voilà, alors dans le cadre de réunions virtuelles, donc par Teams, est-ce que la laïcité doit s'appliquer? Voilà. Et donc on s'est dit en fait, au nom de quoi on pourrait considérer que parce qu'on est à distance, on est libéré de cette obligation. Oui, c'est pareil, voilà, la personne dans son intérieur, c'est en gros, c'est respect de la vie privée, de mon intimité. Mais si vous avez des signes religieux placardés sur le mur, ou une tenue vestimentaire qui ne respecte pas le principe de laïcité, ça peut causer un problème dans le collectif. Donc, on s'est dit, voilà, dans notre foire aux questions, voilà une question qu'il faut rajouter
hein, dans la liste des questions. Voilà. Sur l'aspect ressources, donc la direction de l'éthique est vraiment le porteur de ce sujet. D'accord. Deuxièmement, les acteurs RH, hein, comme vous l'avez évoqué chez Vinci, c'est très clairement un code vertébral pour diffuser, conseiller, accompagner les managers et les collaborateurs. On a aussi un réseau de référents éthiques, plus de 80 sur la France, qui sont là aussi pour diffuser ces principes. Point que je peux souligner, nous avons une ligne d'alerte. Nous avons quelques sujets d'alerte pour ces questions, parfois du prosélytisme dans un collectif. Ça nous arrive, exceptionnel, mais ça arrive. Et en revanche, on a une ligne de conseil qui est téléphonique ou par mail à l'intention des managers, des RH et des salariés. Et on a quand même 8% de demandes de conseil qui portent sur les sujets de laïcité. D'accord. Donc c'est pas mal, 8%. C'est plus que le nombre d'alertes en pourcentage. Voilà, je m'arrête là. Je ne doute pas qu'il y aura des questions tout à l'heure. C'était un peu long, désolé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Écoutez, je suis absolument ravi d'être avec vous ce soir. Je voulais remercier beaucoup l'IHEMR. J'ai eu la chance effectivement de suivre le cursus de l'an passé. Lorsque Xavier m'a appelé il y a quelque temps, il m'a dit comme ça, voilà, il y a un colloque qui s'organise sur le fait religieux en entreprise. Quelle est ta première réaction? J'ai dit, c'est une richesse. Alors, je veux peut-être aussi partager ça avec vous. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance, avant de créer mes entreprises, de vivre longtemps dans des pays de tradition protestante et dans des pays où l'islam est la religion principale, à savoir beaucoup travaillé en Indonésie, beaucoup en Suisse et beaucoup aux États-Unis. Et comme nous le disait monsieur le professeur tout à l'heure, effectivement, le regard qu'on peut avoir sur l'impact du fait religieux sur le travail n'est pas du tout abordé de la même façon. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est mon expérience en tant que chef d'entreprise en France, avec des sujets effectivement religieux auxquels j'ai pu être confronté, et puis en tant que consultant dans ce cabinet Petra Consulting qui est spécialisé dans tout ce qui est l'accompagnement des entreprises et le déploiement opérationnel de la RSE. Je crois que Lucie l'évoquait tout à l'heure. Ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a évidemment un pilier RH, un pilier humain, un pilier individu, un pilier bien-être finalement, où effectivement l'entreprise, en tant qu'acteur économique, a un impact non seulement sur son environnement, type bilan carbone, sur ses parties prenantes, mais aussi sur ses équipes et sur sa capacité simplement à accepter l'autre tel qu'il est. Effectivement, le droit du travail, c'est peut-être, là je parle sous le contrôle de tous les éminents juristes qui sont présents, c'est peut-être le seul texte de loi qui permet finalement en France de limiter l'exercice ou la démonstration de sa foi. Donc effectivement, il a manié avec beaucoup de prudence. Je vais vous dire une grosse bêtise peut-être, mais le salarié, c'est un individu. Alors, une société laïque, lorsqu'on est non-croyant, par exemple, ça ne pose pas de problème particulier. Une société laïque, quand on est croyant, si on est catholique et que toutes les fêtes religieuses sont des fêtes catholiques, même si on ne va jamais à l'église, ça ne pose pas de problème. Sauf que le monde, il a changé. Il change, on n'est pas seul, il change extrêmement vite. Et donc, on a vu arriver, on voit arriver. Qu'est-ce qu'on voit arriver? C'est la réalité qu'on voit arriver. La règle, c'est la diversité. Donc, effectivement, si je prends mon propre exemple au sein du cabinet, donc nous sommes des consultants, je confirme que dans les jeunes gens qu'on a embauchés tout récemment, qui sortent de la fac, des jeunes femmes qui viennent, on a embauché 2 personnes cette année, c'est 2 personnes voilées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, il y a un phénomène qu'on peut simplement constater, c'est qu'il y a, je ne sais pas s'il faut l'appeler une radicalité, c'est peut-être une radicalité, c'est peut-être la volonté d'afficher une forme de différence dans une société qui aujourd'hui, comment dirais-je, est face en France à un problème par rapport à l'autre et par rapport à la diversité qui a été complètement quand même repris aussi par la politique. L'entreprise, c'est un mouvement aussi
très influencé par l'extérieur. L'impact extérieur en France aujourd'hui, il est complexe. Les points que je voudrais évoquer avec vous, ce sont tous des points qui sont relatifs à la pratique de l'islam. J'en ai pas d'autres. Donc on pourrait dire aussi que le fait religieux, dans la plupart des cas, monsieur le professeur le citait, bien sûr qu'il peut y avoir aussi, peut-être les évangéliques, ça pouvait être assez intéressant parce que j'ai eu un cas, mais la question c'est l'islam. Alors on peut peut-être aussi mettre un mot en disant, et si c'est l'islam, quelle est sa particularité et comment on doit se conduire face à cette situation? Je disais que pour les personnes qui sont croyantes, la foi, ça fait partie de leur vie. Ce sont des individus. Mais je dirais les chefs d'entreprise aussi. Ils ont aussi des convictions religieuses. Ils s'organisent aussi. J'ai participé à des associations qui s'appellent notamment Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où ces points-là sont évoqués. Et le rapport à l'autre dans sa différence, il vient aussi, d'une part, et c'est la priorité de l'application des textes de loi en France, mais aussi de la façon dont on voit la société et le vivre ensemble. Je vais vous donner quelques exemples qui sont passés au cabinet encore très récemment. Ces jeunes femmes donc voilées, lorsqu'on les a embauchées, on a bien précisé, alors on n'a pas fait de règlement intérieur en tant que tel, parce qu'on n'y était pas soumis, nous étions moins de 50, et il est vrai que les entreprises non soumises au règlement intérieur, ça représente juste des millions de travailleurs en France. Donc, j'y reviendrai un peu après. Après, il va y avoir beaucoup de bricolage quand justement on n'a pas ces informations. Ces jeunes femmes, quand elles ont passé l'entretien d'embauche, elles avaient juste les cheveux couverts. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Par contre, on a bien précisé que lorsqu'on allait chez des clients qui intervenaient dans le secteur public, eh bien, il convenait de l'enlever. Ça n'a pas posé de difficulté. Elles l'ont enlevé. Mais on a eu un autre cas. Un autre cas, c'est un client qui vient dans notre salle de réunion et qui demande, qui ne veut pas que soit autour de la table une jeune femme consultante qui porte un voile. Il n'y avait aucune raison de faire ça. Et donc, on a refusé. Donc, il y a aussi cette responsabilité aussi individuelle, alors soit d'entrepreneur ou de cadre dirigeant, où on peut trouver comme ça un certain... comment dirais-je, ne pas se laisser influencer, ou le moins possible, par une pression extérieure qui peut devenir même violente. Un autre point, c'est les jeunes gens qui sont venus me voir parce qu'ils m'ont demandé le vendredi après-midi pour faire la prière du vendredi. Alors sur le principe, immédiatement, je dis non, il y a un contrat de travail. Mais après, en tant que chef d'entreprise et croyant, je me suis dit, mais de quel droit je fais ça? Puisque tous mes collaborateurs, certes, c'est la loi en France, c'est le texte, c'est la pratique, ils restent chez eux le dimanche et ils ne sont pas croyants. Pourquoi moi, je vais interdire à ce jeune homme d'aller à la prière le vendredi? J'ai refusé. J'ai hésité, mais j'ai refusé pour différents motifs. D'une part, parce qu'il y a un contrat de travail et qu'un contrat, ça s'applique, et que la chose avait été prévue dès l'embauche. Parce que ces mêmes personnes m'ont proposé de venir travailler au cabinet le dimanche, par exemple, pour rattraper. Ce qui rend l'organisation tout à fait impossible à faire. Et j'ai même appelé certains chefs d'entreprise, des clients musulmans, en leur demandant, mais regardez ce qui m'arrive, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ils m'ont tous dit, c'est le contrat de travail qui prime, notamment dans l'islam, parce que les prières qu'on loupe, on peut les rattraper. Donc, quand ce sont des structures comme celle-là, ou qui sont, on va dire, moins de 50 personnes, ce sont des choses que l'on peut gérer au quotidien. On peut, par exemple, on le fait au cabinet, parce que le calendrier avec les fêtes de religieuses, il est assez connu. On peut envoyer un mail pour souhaiter une fête globale. On peut souhaiter la fête de Kippour. On peut souhaiter les fêtes catholiques. On peut souhaiter les fêtes, bien évidemment, qui sont liées à l'islam. Encore un cas, et puis je vais arrêter là sur ce cas particulier, mais c'est juste un éclairage, c'est juste un témoignage. J'ai la chance de ne pas avoir à gérer 180 000 personnes dans le monde entier, parce que là, ça devient extrêmement complexe. Et vraiment, je suis absolument en admiration devant la gymnastique que vous avez dû accomplir pour que tout ça, ça puisse rentrer dans un cadre. Par exemple, lorsqu'on était en mission pendant la période de Ramadan avec des jeunes femmes pratiquantes, et quand on est en province et que les restaurants ferment extrêmement tôt, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va manger avant? Ou est-ce qu'on les laisse là, à l'hôtel? Évidemment, j'allais dire évidemment, mais ce n'est pas si évident que ça. Ben, on attend, on va avec elles, etc. Qu'est-ce qui se passe après ça?
peut-être que je suis candide et optimiste de nature. On reçoit des magnifiques boîtes de gâteaux qui viennent du Maroc parce que les parents de ces jeunes filles veulent simplement nous remercier d'avoir tenu compte de leurs contraintes. Dans certaines religions, la pratique, elle est intimement liée à la foi. On ne peut pas se dire je suis croyant sans respecter les pratiques. Alors on fait avec. Un autre volet, c'est celui pour lequel en tant que société Petra Consulting, on peut être amené à intervenir pas de manière aussi pointue que peut le faire Lucie dans une société de conseil, puisque nous, on va l'aborder simplement sur un des points qui va permettre faire l'objet d'un audit ou d'une labellisation sur un certain comportement lié à la RH dans le cadre d'une démarche responsabilité sociétale des entreprises ou la CSRD pour les grands groupes. Ce qu'il faut éviter, je pense, effectivement, c'est d'abandonner ces cadres, d'abandonner ces dirigeants, ces chefs de service, ces directeurs d'usine en disant faites pour le mieux, débrouillez-vous. Je crois que, et là, c'est complètement en résonance avec les études qu'on a pu suivre au niveau de l'IHEMR, c'est le droit et puis les pratiques religieuses. Si on ne connaît ni le droit ni les pratiques religieuses, que chacun fait un petit peu à sa sauce, là, le conflit, il est assuré immédiat. Donc, sur ce point-là, ce serait de redire, et c'est pas facile d'aller former des responsables d'entreprise ou des DRH de petites boîtes, mais d'essayer de trouver un moyen quand même de leur passer l'information de cette connaissance de manière, je dirais, à déminer les problèmes lorsqu'ils se posent. Et je laisse complètement à part les cas de radicalisation qu'on peut avoir dans les entreprises, parce que là, ils dépassent largement le cadre de la vie en entreprise. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous les quatre.